Alors, les menaces numériques, on le sait, ça fait un peu peur. Mais si on arrêtait un instant la paranoïa pour se concentrer sur ce qui compte vraiment? C'est précisément l'objectif, démystifier tout ça, avec une approche simple et concrète des vrais risques du quotidien. Ah, ce message. Il a un air de déjà-vu, n'est-ce pas? Cette petite montée de stress, ce sentiment d'urgence. On connaît tous ça. C'est une expérience presque universelle. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à une personne qu'on va appeler Daniel. Et voilà, Daniel, face à son écran. Et là, le doute s'installe. C'est le moment critique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une arnaque? On comprend parfaitement son hésitation. La simple idée de perdre l'accès à son compte en banque, c'est une pression énorme. Et c'est justement sur cette peur que le piège se referme. Commençons par là. Parce que l'histoire de Daniel, au fond, c'est un peu l'histoire de tout le monde. C'est ce qui la rend si parlante. Elle nous montre les mécanismes, souvent très simples mais terriblement efficaces, qui se cachent derrière la plupart des arnaques en ligne. Le déroulé est un grand classique. Il reçoit un mail qui a l'air vrai. Pris par l'urgence, il clique. Il entre ses informations. Et le lendemain, bim, la vraie alerte de sa banque tombe. Mais attention, ce n'est pas que Daniel a été naïf. Pas du tout. Il a juste réagi comme n'importe quel être humain face à des déclencheurs psychologiques extrêmement bien rodés. Bon, l'histoire de Daniel nous force à nous poser une question plus large. Quand on pense au danger du numérique, notre imagination s'en bat le fit. On pense aux films d'action, aux hackers de génie dans des sous-sols sombres. Mais est-ce que la réalité de tous les jours ressemble vraiment à ça? C'est sûr, les médias adorent parler de ça. Les fuites de données géantes, l'espionnage entre les nations, les virus superpuissants. Et attention, ces menaces existent, elles sont bien réelles. Mais elles visent surtout les gouvernements, les très grandes entreprises. Pour la plupart des gens, le vrai danger est ailleurs. Alors si le danger n'est pas un super hacker, c'est quoi? Eh bien les vrais risques, ceux qui nous guettent au quotidien, sont souvent beaucoup plus simples, beaucoup plus terre-à-terre. Et parfois, on en est même la cause sans le vouloir. Le décalage est immense. D'un côté, l'imaginaire des attaques complexes, qui sont en fait très rares pour les individus, et de l'autre, la réalité des risques de tous les jours, des choses simples qui n'ont rien de technique et qui, elles, sont extrêmement fréquentes. Le vrai problème vient souvent de petites erreurs ou d'oublis. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne réutiliser le même mot de passe un peu partout. On l'a presque tous fait. Oublier le mot de passe de sa boîte mail et se retrouver bloqué. Ou le grand classique, supprimer par accident des photos auxquelles on tenait. Vous voyez, rien de tout ça n'a à voir avec du piratage de haut vol. Ce sont des problèmes d'organisation, pas de technologie. Revenons un instant à ce qui est arrivé à Daniel, parce que son cas est l'illustration parfaite de la menace numéro 1 pour les particuliers. On va décortiquer ensemble cette technique très connue, l'hameçonnage, ou phishing en anglais. Alors, l'hameçonnage, c'est quoi? En fait, c'est tout simple, c'est un déguisement. L'arnaqueur se fabrique un costume crédible, celui de la banque, d'un service de livraison, peu importe. Et son seul but, c'est que la victime, mise en confiance, lui donne elle-même les clés de la maison. C'est un leurre. Mais pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas une attaque technique, c'est une manipulation psychologique. Premièrement, on crée un faux sentiment d'urgence. Agissez vite. Deuxièmement, on joue sur la peur de perdre quelque chose d'important. Et troisièmement, on enrobe le tout dans une apparence légitime, avec les bons logos, les bonnes couleurs. Ces trois éléments ensemble, ça court-circuite notre jugement. Heureusement, il y a des signaux qui trahissent presque toujours l'arnaque. Il faut juste apprendre à les voir. Le message a un ton menaçant, on demande d'agir tout de suite, il y a des fautes de français un peu bizarres, et surtout, si on passe la souris sur le lien, sans cliquer, est-ce que l'adresse qui s'affiche correspond au vrai site? Prendre 2 secondes pour vérifier, ça change tout. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. C'est la règle d'or, vraiment. Quand on a un doute sur un email, on ne clique jamais sur le lien qu'il contient. Jamais. On ouvre une nouvelle page dans son navigateur, on tape soi-même l'adresse du site officiel et on se connecte. Si l'alerte est réelle, elle sera là. C'est aussi simple que ça. On le voit bien, la peur, c'est l'outil principal des arnaqueurs. Le problème, c'est que c'est aussi un très mauvais guide pour se protéger. La peur, ça paralyse plus que ça n'aide. Il faut donc réussir à passer de cette peur à une action intelligente et mesurée. Parce que la peur, elle nous coince entre deux extrêmes. D'un côté, il y a l'inaction, « oh là là, c'est trop technique pour moi, je laisse tomber ». Et de l'autre, la surréaction, il faut tout protéger partout, tout le temps, ce qui est une mission impossible et épuisante. Dans les deux cas, le résultat est le même, on n'est pas bien protégé. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. La véritable protection, ce n'est pas une forteresse qu'on bâtit par crainte, non. Une protection efficace, elle repose sur deux piliers bien plus solides. La compréhension des vrais risques
et l'anticipation. C'est une approche beaucoup plus calme et surtout beaucoup plus efficace. D'accord, mais alors par où on commence, concrètement? Pour agir de manière efficace, la clé, ce n'est pas de vouloir tout protéger en même temps, c'est de protéger d'abord ce qui est vraiment essentiel. Voici une méthode en 3 temps très simple. D'abord, on identifie ses comptes les plus critiques, l'email principal, le compte en banque, le site des impôts, le cœur de notre vie numérique. Ensuite, on fait pareil pour les données qu'on ne pourrait jamais remplacer, les photos, les documents de travail. Et enfin, étape 3, on concentre la majorité de ses efforts sur ces quelques points. C'est tout. Donc, pour résumer, les menaces les plus probables pour nous tous sont en fait assez simples. La compréhension est un bouclier bien plus efficace que la peur. En se concentrant sur ce qui est vraiment critique, on couvre l'essentiel du risque. Et pour faire ça, pas besoin d'être un expert en informatique. Il faut juste un peu d'attention ciblée. On termine donc sur cette question qui est en réalité le vrai point de départ de toute la démarche. Qu'est-ce qui, pour soi-même, est vraiment critique? Se poser cette question, c'est un acte très personnel. Et c'est en y répondant qu'on passe de la peur qui subit à l'action qui anticipe. C'est le premier pas vers une véritable sérénité numérique.